elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne suis pas conduite qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Sonia Crimi. On peut ne pas être d'accord sur le fond et on peut essayer de changer petit à petit les choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je reste à La République En Marche toujours. La semaine où on travaillait sur le montage de cet épisode avec l'équipe de La Poudre, Jair Bolsonaro remportait l'élection présidentielle au Brésil. On l'appelle le Trump tropical, parce qu'il porte un discours et un programme sexiste, raciste et viscéralement homophobe. Cette annonce a plongé le monde dans la stupeur. Et ici, on a été assez affectés parce que, vous ne le savez pas, mais une bonne partie de La Poudre se fait à Rio, où habite Aurore Meyer-Mailleux, la réalisatrice de l'émission. Allô ? Ouais, ça va ? Ça va, pas trop dur d'être à Rio ? Bah si, c'est chelou parce que on peut pas savoir pour l'instant ce qui va se passer, mais pour les gens qui ont connu la dictature, je pense que c'est un peu un cauchemar. Genre, dans l'immeuble, hein, il y a, au rez-de-chaussée, il y a un couple de gens je dirais 70 ans. Ils ont sur leur porte plein de stickers, Lula livré, Marielle présente, tout ça. Enfin, ils sont vraiment de gauche et tout. Ils ont tout retiré. Ah, parce qu'ils ont peur ? Bah ouais, ils ont tout retiré depuis dimanche soir. J'avais pas remarqué, j'ai remarqué. C'est ça le début de la dictature. Hein. Oui, de contrôler la pensée, quoi. Les gens ne plus exprimer leurs opinions politiques publiquement, c'est le début de la dictature, c'est la fin de la démocratie déjà, quoi. Bah, ça m'a fait froid dans le dos quand j'ai remarqué ça hier en prenant l'ascenseur, en fait. En fait, moi, ce qui me trouble, c'est les vidéos que j'ai vues, là, les scènes de l'IS dans les rues de Rio. Genre, tu vois des milliers de personnes qui sont là, genre trop happy, à célébrer avec les chars militaires qui passent au milieu de la rue, les mitraillettes en l'air, le sourire aux lèvres, les feux d'artifice. Enfin, c'est hallucinant, en fait, parce que c'est pas un coup d'État. C'est une putain d'élection démocratique. Le mec a été choisi, quoi. Enfin, cela dit, c'est rien de nouveau, hein. Hitler, en 1933, il a été élu aussi, hein. Atroce. Je sais pas trop où on va, en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de faux espoirs là-dedans aussi. Et en fait, dans l'avion, là, en rentrant, j'étais à côté d'un couple de Brésiliens d'une 60aine d'années. Et la nana, hyper gentille, m'a aidée pendant tout le vol. Tu sais, j'étais seule avec les filles. Et le matin, genre, je sais pas, une demi-heure avant d'arriver, tu sais, le small talk de fin d'avion, quoi. Elle me dit « Ah, pourquoi vous êtes au Brésil ? Ah, mais la France, c'est tellement mieux. » Enfin, tout le discours que me ressortent les Brésiliens à chaque fois. Et là, elle me dit « Ah, mais vous savez, ici, il y a un nouvel espoir qui pointe son nez. On va voir ce que ça donne. » J'ai rien dit. Et puis, je ruminais. Je fais « C'est pas possible. Genre, je peux pas laisser passer, quoi. Ouais, je peux pas rien dire, c'est pas possible. Et là, je la regarde, je lui dis, mais je suis vraiment désolée de vous demander ça, mais vous parlez d'espoir, mais comment vous pouvez parler d'espoir avec quelqu'un qui dénigre les femmes, qui dit qu'il préférait que son fils soit mort plutôt qu'il soit gay, qui dit que les femmes doivent être payées comme les hommes et tout, donc je liste un peu des horreurs qu'il a dit. Et là, elle me regarde avec un sourire très doux, elle me dit, mais non, mais c'est faux, il dit pas ça. Il dit pas ça, c'est les médias. Il dit pas ça, c'est le Parti des travailleurs qui dit ça, machin. Et en fait, c'était tellement déconcertant sa réponse. Enfin, en fait, c'est des gens qui n'ont pas envie de changer d'avis. Ce que je me demandais, Aurore, c'est tu crois qu'il peut y avoir une résistance aussi qui naît
Tu crois que ça peut être aussi l'occasion pour des personnes qui sont porteuses de valeurs féministes, de valeurs anticolonialistes, tous les mouvements qu'il y a eu aussi après l'assassinat de Marielle Franco et tout, que tu crois qu'il peut y avoir aussi un espèce de backlash inversé, quoi. Tu vois, que dans les mois et les années à venir, il y a une force qui s'organise au Brésil justement pour résister, quoi. J'espère, je pense que oui. De toute façon, s'il y a effectivement une dictature qui se remet en place, il y aura un mouvement contestataire de résistance. Je ne sais pas de quelle manière il va se mettre en place, mais il y en a toujours eu. Ça n'existe pas une dictature sans résistance. Donc, il y en aura. Après, je ne sais pas du tout quelle forme elle prendra. Tu vois, pendant les années 60, c'était la musique. Veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento. La meilleure manière de lutter, c'est de rester, de se bouger, quoi. De donner la voix à des gens. Enfin, tu vois, nous, dans ce qu'on fait, par exemple... Quel médium génial de subversion, en fait. Le son, ça s'attrape pas. Por aí, sem pensar no que foi que eu sonhei, que eu chorei, que eu sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Au fond, c'est exactement sur ces thématiques-là que porte mon échange avec la députée Sonia Krimi. Avec elle, on a parlé de démocratie, d'élection et de résistance. Sonia Krimi, vous êtes députée, élue de la 4e circonscription de la Manche. Vous siégez depuis juin dernier à l'Assemblée nationale parmi les 321 députés qui forment le groupe de la majorité présidentielle, La République en marche. Ça fait longtemps que j'ai envie de recevoir dans la poudre l'une des 224 femmes qui sont venues grossir les rangs de l'Assemblée. On est quand même passé de 27% à presque 40% de femmes députées. C'est une très bonne nouvelle. Il faut bien le reconnaître, c'est beaucoup grâce au volontarisme d'En Marche pendant les législatives qu'on en est arrivé à un tel résultat. Dans tout ce groupe de députés, pour la plupart anonymes, c'est vous qui êtes en face de moi aujourd'hui. Parce que vous êtes sortis du lot. Probablement grâce à votre prise de parole courageuse concernant la loi Asile et Migration, concernant ensuite l'Aquarius et plus récemment lors de l'affaire Benalla. Votre intégrité et votre énergie interpellent. D'ailleurs, la presse ne s'y trompe pas. On y voit de plus en plus souvent votre visage dans les portraits des quotidiens ou sur les plateaux de télé. Comment gérez-vous cette soudaine mise en lumière ? Je m'attendais pas à commencer avec une question directe comme ça. Rester soi-même. Vraiment, c'est un message que je me répète tous les jours, tous les matins. J'essaye de garder les mêmes habitudes. Le même sport, les mêmes copines, les mêmes blagues. Les blagues, vous savez, c'est des blagues pourries où vous rigolez dessus comme un enfant. Donc, j'essaye de s'en faire de la psychologie à 2 balles. Vraiment, j'essaye de rester cette fille et cette petite enfant et me dire qu'est-ce qui me fait du bien. Ce qui me fait du bien, c'est de rester moi-même, donc ne pas changer mes propres habitudes. C'est le sport, c'est le chant, c'est le oud, c'est la danse. Je fais du oud aussi, donc joueuse du oud. La danse, beaucoup. Et c'est ça, la vie. La vie. Manger, garder toujours... je vais toujours au même restaurant indien. Je mange avec les mains. Le menu, il est à 7 €. Et on mange très, très bien. C'est des super conseils que vous nous donnez là d'entrée de jeu. Merci c'est d'être beaucoup. heureux. Merci beaucoup. Alors, on va revenir un petit peu en arrière ensemble parce que c'est le principe de l'émission que vous connaissez. Oui. Sonia Krimi, vous avez grandi à Tunis, en Tunisie. Oui. C'était comment de grandir à Tunis ? C'était ensoleillé. C'était...
C'était beaucoup de souffrance aussi. J'ai grandi dans une famille pauvre, où j'ai très vite compris que la seule chose qui va me faire sortir de cette pauvreté, c'était le fait d'être excellente aux études. J'avais ça ou me prostituer. C'était ça ou vendre la beauté. Et comme j'étais pas un canon de beauté, je me suis dit, tiens, comme j'étais bonne à l'école, je vais garder ça. Et ça, je l'ai vu très, très jeune. C'est-à-dire, depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, j'étais invitée chez les familles riches parce qu'ils voulaient tous ils voulaient tous que leur fille ou leur fils devienne bon à l'école. Et du coup, il faut qu'ils soient amis avec Sonia Crimi, comme elle est la première de la classe. Et ça, quand vous avez 7 ans, 8 ans et que vous avez accès à ça, et quand vous voyez, qu'on vous interpelle, qu'on s'intéresse à vous, parce que vous êtes bonne à l'école, vous dites, je vais essayer d'être toujours bonne à l'école, bonne dans mes études, bonne. Et c'était le chemin, parce que je voyais un autre chemin, j'appelle la prostitution, mais oui, quand on se marie avec un homme riche, juste pour nous entretenir, c'est une forme de prostitution aussi. On vend notre corps à un homme et on n'a pas envie. On est violé tous les soirs. Moi, j'ai des histoires dans ma famille même où des femmes, elles sont violées par leur mari, violées. Et parce qu'elles n'ont rien. Je me suis dit, comme je ne voulais pas avoir ce chemin de prostitution... institutionnelle, disons. Oui. Comme tous les gamins tunisiens qui sortent, qui continuent à sortir avec des femmes beaucoup plus âgées. C'est une forme de prostitution, c'est une de prostitution pour avoir les papiers en France. Donc, j'ai vu ça. Et donc, je me suis dit, le seul moyen de s'en sortir, de ne pas être humiliée, parce que je voyais ma mère qui était assez fatiguée. Vous savez, c'est avoir 5 enfants, être payé rien, avoir un papa qui n'a pas les moyens d'entretenir les 5 enfants, ne pas avoir accès aux livres. Ouais, ça m'a... Je passais mon temps à chercher des livres pour lire. Il m'est arrivé de lire des livres 5, 6, 7 fois, parce que je n'avais pas d'autres livres, en fait. C'était les seuls... Donc, je me rappelle mon premier livre qui était une souffrance énorme. C'était quoi les livres que vous lisiez quand vous étiez enfant ? Le premier livre, mon premier livre, je me rappelle, c'était un livre que la maîtresse nous a obligés de... Premier vrai livre, pas les livres d'enfants, premier vrai livre, qui s'appelait Le fils du pauvre. Je me rendais pas compte, en fait. Il s'appelait Le fils du pauvre. C'était une histoire de un monsieur qui s'appelait, en fait, l'auteur, il s'appelait Mouloud Feraoun. Et c'était un Algérien à l'époque. L'histoire d'un enfant dans un village à Tizi Ouzou. Bon. Donc l'histoire en elle-même n'est pas peut-être intéressante, mais le fait que la maîtresse nous donnait l'ordre à l'époque d'acheter ce livre, de le lire et voir un résumé, ma mère n'avait pas les moyens pour acheter, parce que le prix de ce livre était notre course, les courses pour la maison pour une semaine. Donc elle ne peut pas sacrifier une semaine pour juste m'acheter le livre. Donc une copine à moi un peu plus bien aisée m'a promis à l'époque de me donner le livre, sauf qu'elle a changé d'avis. Donc j'ai passé toute une après-midi à poireauter devant chez elle, en sonnant, en attendant, en faisant des 100 pas, en allant. On dit peut-être, non, peut-être qu'elle va se sortir. Donc, je revenais et je l'attendais. Après, je me sentais tellement humiliée parce que je la voyais par la fenêtre, elle me voyait et elle sortait pas pour me donner ce fameux livre. Donc, je suis rentrée à la maison, j'étais en pleurs, je me rappelais. Et ma mère, elle me l'a acheté. Donc, elle a sacrifié... Un sacrifice. Elle a sacrifié les courses d'une semaine. Alors, même si j'ai plein de problèmes avec ma mère, comme la terre entière, d'ailleurs. Mais c'est normal. Mais je sais reconnaître ce qu'elle a fait pour moi aussi. Et ça, c'est... Bon, voilà, je ne sais pas si ça intéresse de raconter ça. C'est toujours intéressant de savoir comment se sont construites les femmes. Dans vos portraits, on lit souvent qu'il y a eu une espèce de rébellion assez jeune dans votre enfance contre certaines valeurs qui étaient celles de votre famille, notamment des valeurs religieuses. Vous êtes déclarée comme agnostique très tôt dans votre enfance. Oui. Ça venait d'où, cette révolte ? Qu'est-ce qui vous l'a soufflé ? Toutes les conneries que j'écoutais autour.
vous voyez quand il y a des gens qui se rapprochent de vous pour vous dire tous les musulmans vont aller au paradis et tous les autres vont aller à l'enfer. C'est des paroles où vous dites non, c'est pas vrai. Si vous arrivez à réfléchir un peu et comme à 8-9 ans, je me disais non, c'est pas. En Amazonie, l'islam n'est pas arrivé là-bas. Alors comment on fait? Est-ce que Dieu va punir des gens? Et moi, j'avais des discussions comme ça. J'ai des discussions avec des amis qui me disaient alors, il y a un truc, pas dans le Coran, mais dans le hadith. Le hadith, c'est ce qui accompagne le Coran, c'est tous les dires du prophète. Et en fait, dans ce que les dires du prophète disaient, que les femmes, en arabe, je l'ai, mais j'essaye de le traduire à chaque fois, c'est qu'elles ont, en fait, elles sont moins religieuses et elles ont moins de cerveau que les hommes. Et moi, je dis, un prophète ne peut pas dire ça, mais il n'est pas très, très intelligent s'il dit ça. C'est bête de dire cela. Alors, quand vous dites ça sur le prophète, vous avez une gifle. Quand vous êtes... Vos parents, ils réagissaient comme ça En fait, ils ne comprenaient pas. Je dessinais des grands cœurs, et là, franchement, c'est assez traumatisant pour un enfant. Quand il dessine des grands cœurs, mais moi, c'est le côté Gandhi, comme ça, où je suis éprise par l'amour des autres. J'aime vraiment les autres. Et je ne voulais pas que les autres aillent à l'enfer. Je ne voulais pas que bon. Et donc, je commençais à dessiner des grands cœurs et tout. Et je me rappelle une tante qui venait me voir, qui me dit, mais tu dessines des cœurs? Mais c'est interdit par la religion. Vous dites ça à un enfant de 6 ans. Mais c'est cruel. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'est cette culpabilité qu'une femme arabe, elle naît dans cette culpabilité de la religion qui va vous entourer, et comme si vous êtes dans une cage et qu'on va vous serrer. Vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez, vous ne pouvez pas parler comme vous voulez. Si vous sortez avec plusieurs mecs, vous êtes une pute. Voilà. Et si un homme sort avec plusieurs filles, d'ailleurs c'est toujours vrai même en France, c'est un beau mec. C'est bien partagé. Ça, c'est un beau mec, ça c'est bien partagé. En fait, et j'ai découvert en venant en France que je suis partie avec le côté arabe et africaine, c'est-à-dire il y a une forme de racisme anti-femme comme ça. Je suis la gazelle, lionne. Vous voyez le truc lié aux animaux tout le temps. Et j'ai découvert en France que on rajoute à cela le fait que je suis femme, en fait. C'est-à-dire, voilà, je rajoute... et en fait, il y a des constitutions, c'est-à-dire... C'est une forme de féminisme africain qui s'est créé en moi quand je suis arrivée en France, parce que je me suis dit, en fait, c'est la même chose. Ouais. En fait, c'est exactement la même chose. Et quand j'ai vu les salaires en France, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis à la délégation aux droits des femmes, même si je trouve que on fait pas assez. Il y a tellement de choses dans le monde, il y a tellement de souffrances des femmes dans le monde. Je parle du monde arabe parce qu'on est très, très loin de ce qui se passe en Europe. Il y a des souffrances en France. Les femmes, ils sont violentées, maltraitées, mal payées. Il y a des entreprises aujourd'hui du CAC 40, toujours. Vous avez travaillé, vous connaissez bien aussi. Je connais ce monde, ouais. Même si j'interviens sur l'immigration, j'interviens beaucoup de sujets de société, mais à la base, je suis financière, donc... Ce CAC 40, où il y avait des grilles de salaire hommes, des grilles de salaire femmes. Le jour où je dis le nom de cette société, comptez sur moi pour aller sur tous les plateaux de télé et leur mettre une vraie gifle. Ils ont une grille de salaire femme, une grille de salaire homme. Je n'ai pas réussi à la voir, cette grille, mais le jour... Vous mettez la main dessus, vous vous appelez. Oui, je vous appellerai. Vous avez grandi dans un foyer qui était très féminin. Vous avez 4 sœurs. Oui. Est-ce que vous pensez que votre perception féministe des choses, elle naît de cet endroit où finalement il y avait une majorité de femmes, ce foyer qui était féminin? Ouais. Oui. Alors, contrairement à ce qu'on peut dire dans les pays arabes, c'est les femmes qui portent les culottes. Parce que là, moi, quand je vois ma mère, c'est loin d'être la femme violentée dans son coin. Mais non, elle joue un rôle qui est abominable. D'ailleurs, elle joue un rôle en public. C'est mon mari qui décide de tout, mais en réalité, c'est elle qui détient tout. Ma mère, c'est une femme qui, tout. Elle décide de tout, du budget, de son salaire, elle le gère en fait. Et donc du coup, j'ai toujours vu ma mère procéder comme cela, mais ça ne nie pas ce qui se passe dans la société autour, dans le monde arabe. Dans le monde arabe, la situation de la femme, le monde arabe et le monde musulman. Dans le monde entier, la femme est
traité dans ces pays-là. Mais quand je voyais ma mère, effectivement, ce côté où je fais ce que je veux, j'avance, mes filles, elles ne seront pas voilées, mes filles vont faire des études, et elle était contre le fait qu'on se marie tôt. Parce qu'on a des demandes de mariage à l'âge de 20 ans, de 19 ans. Et ma mère disait, mais il est hors de question. Mes filles vont avoir des doctorats, tu finiras ton master et on verra après. Voilà. Et ma mère, même si, encore une fois, j'ai énormément de conflits avec ma mère, comme beaucoup de monde, mais à un certain âge, il faut pardonner à ses parents pour devenir adulte. Sinon, on ne devient jamais adulte. Moi, j'ai des copines à l'âge de 55 ans, elles mettent tout sur le dos de leur mère. Non. Et à l'âge de 27 ans, moi, je suis devenue adulte, pas avant. C'est un bon enchaînement vers ma question suivante. Est-ce que vous êtes née femme ou est-ce que vous l'êtes devenue ? Je le suis devenue femme. J'étais assez garçon manqué. Quand j'étais jeune, les cheveux rêches, on n'est pas femme, donc on ne se maquille pas quand on a 6 ans. Les sourcils bien épaisses et un visage bien foncé. Donc, je vous imaginez un peu la tête, cheveux courts, assez bonne à l'école, mais assez garçon manqué. Et les hommes ne me regardaient pas jusqu'à ma venue en France. Parce que comme j'étais assez mince, assez fine et grande, j'étais pas dans les modèles de beauté dans les pays arabes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis découverte femme quand je suis arrivée en France. Et j'ai commencé, c'est quand même un peu bizarre de commencer à voir les regards des autres et voir qu'on peut plaire, en fait. Et je pense que c'est un peu fou de dire, je commençais à me sentir femme dans les yeux des hommes. Dans le regard des hommes. Ouais, c'est comme ça, voilà, dans le regard des hommes. Parce qu'on est assez complémentaires, hein. Moi, le féminisme anti-mec, anti-homme, non, il y a des hommes beaucoup plus féministes que beaucoup de femmes. On les préfère avec nous que contre nous, globalement. Oui. Alors, vous nous l'avez un petit peu rappelé, vous avez fait des très brillantes études, d'abord en Tunisie, vous avez obtenu une maîtrise en commerce international, puis à Toulon, vous avez poursuivi vos études avec un master en finance et un doctorat pour lequel vous avez obtenu une bourse régionale. Oui. Donc, vous êtes donc arrivé en France à 23 ans. Est-ce que vous vous souvenez de la jeune femme que vous étiez à ce moment-là, des rêves que vous aviez? Comment vous vous projetiez 10 ans plus tard à ce moment-là? Je me voyais prendre ma place et faire ma part. Je ne me voyais pas députée. Hein. En 2017, quand j'ai fêté le jour de l'an, je ne me disais pas dans 4 ou 5 mois, tu vas devenir députée. En tout cas, je ne me voyais pas là. Mais je me voyais faire ma part. Je me disais, un jour, je prendrai place dans le débat public pour porter une voix que je ne la trouve pas. Et à l'époque, quand je suis arrivée en France, il y avait l'élection de Nicolas Sarkozy. Oui, donc on est en 2012, c'est ça. Après. Donc on est en plein identité nationale, voilà. Tous ces débats. De 2007 à 2012, oui, c'était, 2007, c'était épuisant. Ouais. Du matin au soir, j'entendais que c'était la faute des étrangers, les Nadine Morano, les Guéant et compagnie. J'en pouvais plus. C'était épuisant d'entendre tous ces hommes politiques diviser la société beaucoup plus que la rapprocher. Vous ne pensiez pas trouver ça en France ? Oui. Ah oui, je ne pensais pas du tout, parce que moi, je suis habituée à une dictature. Alors, on me dit rebelle aujourd'hui, rebelle parce que j'ai vécu dans une dictature. Il n'y en a pas beaucoup d'autres députés, je pense, qui ont eu un passé sous Ben Ali. Depuis l'âge de 6 ans, je passais ma vie à faire des dessins pour Ben Ali. J'applaudis tous les 7 novembre. Je chantais tous les matins des chansons pour Ben Ali. Et je me disais, la vie, c'est pas ça, le culte de personnalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du mal, même au sein du groupe de La République En Marche, quand tout le monde applaudit d'une manière. Moi, ça me rappelle Ben Ali. L'affaire Benalla, ça m'a rappelé le fait d'être derrière quelqu'un, même s'il se trompe. Ben non, il faut être loyal, mais il faut dire les choses. Donc, d'ailleurs, je ne me rappelle plus votre question. Non, mais c'était, vous avez très bien répondu. On parlait de vos rêves, des rêves que vous aviez à 23 ans. Prendre ma place. Par quoi vous étiez habitée. Prendre ma place. Voilà. Et vous êtes arrivée donc à l'université, vous avez fait une thèse. Oui. L'université française, c'est un lieu qu'on qualifie souvent d'élitiste, où plus on monte dans les niveaux, moins on trouve de mixité sociale. Oui. Est-ce que vous vous êtes sentie bien accueillie dans ce monde-là ?
Je me suis sentie bien accueillie quand j'étais à Toulon, beaucoup moins quand je suis arrivée à Assas. Donc vous avez eu votre thèse, vous êtes montée être enseignante Exactement. à Assas. Ouais. À Toulon, à Toulon, on n'était pas beaucoup, effectivement, des personnes qui viennent de la diversité, si vous voulez, qui faisaient des grandes études. Et en général, les gens vous regardaient un peu bizarrement. D'habitude, vous appelez Mohamed ou Saïda, ou vous parlez très mal. C'est ça, en fait, l'image. C'est pas la réalité, mais c'est l'image que l'autre se fait des gens qui viennent du Maghreb ou de l'Afrique tout court. Ou habillés en djellaba avec beaucoup d'argent en train d'essayer de faire des attentats terroristes. Mais c'est ça l'image. C'est ça l'image, en fait. C'est un peu aussi ces livres. Hein. Et quand on voit un Mamadou, il est habillé, il est limite nu et en train de courir dans la jungle. Et donc, quand un garçon grandit et voit un noir, il dit non, il est habillé normalement, il est comme vous. Et d'ailleurs, c'est ça c'est ça ce que je souhaite. J'oublie toujours vos questions. C'est pas ça. Je vous demandais si vous aviez subi du racisme à l'époque de l'université, à l'époque de la fac. Et vous répondez, en fait, on vous attendait pas là, quoi. Les gens pensaient pas que vous étiez docteur en finance en vous voyant, quoi. Oui, parce que effectivement, je ne colle pas à l'image que les autres se faisaient de moi. J'aime pas dire de nous, parce que le nous, c'est qui ? C'est moi, c'est vous. Mais se faisaient pas des Africains tout court. Voilà, je dois être plus foncée, d'ailleurs. Je dois avoir les cheveux plus crépus et je dois parler très mal le français, me marier avec quelqu'un, profiter des allocations familiales et avoir beaucoup d'enfants. D'ailleurs, il y a un épisode qui m'a marquée, que j'ai déjà raconté, mais je suis arrivée à la cité universitaire en 2005. Et je me rappelais, il y avait une femme de ménage d'origine tunisienne. Et donc, on discute et elle se rend compte que je suis tunisienne, donc on commençait à parler en arabe. Et là, elle se rapproche de moi et elle me dit, en France, il faut faire beaucoup d'enfants. Et comme ça, vous n'êtes plus obligé de travailler. Et là, c'est un choc, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça m'a choquée. Parce que cette femme, elle m'a invitée chez elle une semaine avant, où là, effectivement, je me suis rendu compte que sa fille, qui a 20 ans, elle est déjà mariée avec 2 enfants. Et je me suis dit, pourquoi ils infligent ça à leurs enfants ? Pourquoi il y a ce plafond de verre, en fait ? Pourquoi il y a ce côté, je vis juste avec un SMIC et je suis femme de ménage, donc je pousse ma fille à devenir une femme de ménage. Et c'est ça, c'est ce plafond de verre qu'ils se créent eux-mêmes, qu'on s'impose, qu'on se crée, qu'on s'impose, parce que ça n'existe pas, ce plafond de verre. Il faut défoncer des portes, toujours. Celui qui vous a dit que la vie est en lent fleuve tranquille, ment. Parce que c'est pas un fleuve tranquille, mais on sourit, on se lève et on essaye de la vivre comme elle est. Et donc, cette idée de la femme, que cette dame m'a servi comme ça d'une manière banale, en fait. Ça veut dire que c'est un discours banal. Donc, c'est pour ça que souvent, moi, je tape beaucoup sur les politiques qui nous renvoient à cette image de délinquants, toujours l'immigré délinquant ou autre, mais je dis aussi qu'il y a une responsabilité au sein des personnes d'origine étrangère. Il y a une certaine responsabilité. C'est pour ça, aujourd'hui, dans les médias, je m'identifie toujours avec cette double culture. Je passe pas ma vie à dire, même si souvent on me le rappelle, Valls, on lui rappelle pas qu'il est espagnol et français à tous les portraits. Ouais, alors que vous, au bout de 2 lignes, il y a toujours marqué franco-tunisienne. Toujours. Vous vous en sortez jamais de toujours, ça. Toujours. Ouais. Et je me suis dit, on n'est pas obligé de le dire, parce que d'ailleurs, moi, j'insiste vraiment dans tous mes discours, dans ma façon de parler aux médias, de parler toujours de cette double culture. Elle est importante parce que il faut donner une autre image. Il n'y a pas que des footballeurs. Il n'y a pas que des chanteuses, il n'y a pas que des Nabila. Je suis désolée. Avec tout le respect dû à Nabila. Avec tout le respect, oui, mais d'ailleurs, elle est très belle et je n'ai pas de souci avec elle. Mais bien sûr, il y a beaucoup de stéréotypes. Il y a beaucoup, voilà, on n'est pas on n'est pas à la télé-réalité, au foot, et non, il y a des médecins, il y a des avocats.
Il y a tout, il y a des ouvriers, il y a tout. Pourquoi passer 100 ans à dire ce racisme un peu qui dit vous devriez être parfait pour mériter de devenir français. Et j'ai eu toujours mal avec ça. C'est ces hommes et femmes politiques comme Valls, comme Morano, comme Ciotti, parce qu'il n'est pas d'origine française. Ciotti, il ne s'appelle pas Dupont. Hein, c'est ce que Bon, non mais il s'appelle Ciotti. Donc voilà. D'ailleurs, je lui poserai la question, il est corse ou il est italien d'origine. Donc, tous ces hommes politiques qui deviennent plus blancs que blancs, et qui disent limite, nous on est français maintenant, après il faut fermer la porte. Sarkozy aussi. Oui, après il faut fermer la porte. Ah ben non, la France ce n'est pas ça. Et quand je dis ça, je ne suis pas dans les discours d'islamo-gauchistes comme pour dire oui, c'est une richesse. C'est vraiment ça. Quand je pose la question aux gens autour de moi, tu as combien d'amis arabes? 0. Non, mais pas ta femme de ménage. C'est comme un grand essayiste très, très ami. Je lui ai dit, tu as combien d'arabes? Parce qu'il écrivait des livres sur l'islam et tout. Mais tu as combien d'amis? Il me dit, mais Fatima, ma femme de ménage. Mais moi, je réponds, je lui dis, non. Je parle une femme arabe comme moi, qui est amie avec toi. Qui vient, mais elle est mon amie depuis 30 ans. Non, c'est pas ce... C'est que un ami, c'est quelqu'un que c'est le parrain de ton fils, la marraine de ton fils, c'est quelqu'un avec qui tu passes des soirées. C'est ça, tu pars en vacances avec. Tu en as combien? 0. Et moi, j'ai découvert ça. Et j'ai découvert qu'en France, comme en Tunisie d'ailleurs, les castes, elles existent, mais il faut les casser et laisser les études. Et ça, c'est quelque chose qui est super par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de devenir riche. Oui, on peut faire des études sans... Ouais. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être riche pour accéder à une caste supérieure. En France, c'est la culture et c'est les études qui vous poussent à accéder à une caste supérieure. Ouais. Et ça, je l'ai compris très, très rapidement, depuis 6 ans d'ailleurs. Et je l'ai encore vérifié en France. Pour accéder, pour que vous soyez invité tout le temps, les gens s'intéressaient à ce que j'avais à dire. Bien sûr. Avec un doctorat, votre légitimité, elle était acquise. Vous l'avez tous les livres que je me suis mise à lire. Bien sûr. Donc, mais vous décrivez bien, moi en fait, en me penchant sur votre parcours, en faisant un peu de recherche sur vous, je me suis rendu compte que quand vous êtes arrivée à Paris, donc comme enseignante en finance à la faculté d'Assas, vous avez été repérée par les milieux de pouvoir. Oui. Il y a notamment un conseiller français auprès du gouvernement tunisien qui s'appelle Olivier Bins, qui vous a pris sous son aile à ce moment-là. Alors, j'ai lu un passage dans un portrait de vous publié par Le Monde qui m'a, je dois vous le dire, un peu écœurée. Je vais le lire. Avant de la présenter à Pascal Bruckner, il prévient « Tu verras, c'est la nouvelle Tunisie, il faut qu'on la soutienne, celle-là. » Toutes deux s'accordent ensuite pour présenter cette jeune maghrébine qui dément tous les clichés habituels à l'un de leurs amis, Manuel Valls. Alors, moi, j'ai l'impression que cette élite parisienne, pour elle, vous incarnez, pardonnez-moi l'expression, mais la bonne immigrée, quoi. Et que dans cette vision, au fond, il y a une forme de racisme pour celles et ceux qui n'ont pas votre parcours, qui n'ont pas votre... D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je vous avais écouté. Je vais pas dire le nom de l'ami, mais en fait, un ami de ce groupe, en fait, un dimanche midi, où j'étais invitée à table avec leurs enfants, et il a poussé son enfant à arrêter ses études, en disant que les études c'est fait pour les pauvres. Et moi, je me dis, non, je dis, ton fils, et je le regarde, je dis, ton fils, il a 14 ans, plus précisément. Je dis, il a 14 ans, et à 14 ans, on fait des études, on s'instruit, et on décidera après, parce qu'à l'âge de 14 ans, on n'est pas encore prêt à prendre des décisions. Et d'après ce que je sache, il n'a pas écrit sa symphonie à l'âge de 4 ans, c'est pas un Beethoven, c'est pas un Einstein, c'est pas... D'après ce que je... Voilà, ton fils... Il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre. Ouais. C'est pas non plus... voilà, bon. C'est pas un Nietzsche, quoi. Ça va, c'est bon. Donc, je lui ai dit ça. C'était pas très tendre, j'avoue, de ma part, mais... Et là, il me répond encore plus violent. Il me dit, mais toi, Sonia, tu es pauvre. Tu es obligée de faire des études. Les gens comme toi sont obligés de faire des études. Et c'était l'état d'esprit de... Et d'ailleurs, on casse après le système, parce que sinon, je serais restée que dans ce système-là. Ils m'ont beaucoup pas pris.
Ces gens, je les garde toujours auprès de moi parce que Oui, j'ai parce que c'est énormément marrant, appris. parce qu'on sent une capacité de rébellion en vous. Ouais. Vous êtes révolté par les propos que je vous rapporte là, mais vous continuez à consulter et à échanger avec ces vieux mecs blancs qui dirigent la France depuis 50 ans. Non, mais c'est étonnant, vous êtes étonnante quand même. En fait, je considère que à part tuer le père ou la mère de quelqu'un, il n'y a rien de grave. On peut ne pas être d'accord sur le fond. Et on peut essayer de changer petit à petit les choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je reste à La République En Marche toujours. Le jour où je vous dis j'ai envie de baisser les bras parce que je n'en peux plus, en général, je baisse jamais les bras. Je baisse jamais les bras. Donc, j'acte, je dis à ces amis-là, je ne suis pas d'accord. Tu as une façon très, très insultante à me parler. Bon, voilà, je vais prendre des vacances. Pendant 3 mois, on ne va pas se parler. Ça va nous faire du bien tous les deux. Mais ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas le reste. Chez Pascal Bruckner, je ne suis pas d'accord sur tout, mais ça n'empêche que je peux passer des heures au téléphone avec. Ce qui se passe souvent. Ouais. Alors qu'on est en d'accord, on n'est pas d'accord sur énormément de sujets. Mais je pense que comme j'entends la droite, la gauche souvent dire les valeurs. Là, j'ai vu un dirigeant de la droite il y a 2 jours, il me dit « Oui, c'est très sympa de se retrouver avec les valeurs. » Mais tout le monde me parle des valeurs. Mais on a les mêmes valeurs. Mais on est tous, je pense qu'on est tous de gauche d'ailleurs, mais on a les mêmes valeurs. C'est vrai que c'est compliqué de faire la différence aujourd'hui entre la ligne de Manuel Valls et la ligne de n'importe quel, même Wauquiez, quoi, presque. Mais on a les mêmes valeurs. On est tous d'accord pour dire qu'on est contre la dictature et pour les droits de l'homme, quoi. Tout le monde est pour vivre mieux, tout le monde est pour avoir une bonne école, tout le monde est pour distribuer mieux les richesses, tout le monde est pour. Après, dans l'exercice du pouvoir, qui est capable d'aller contre les lobbyistes, de casser tout cela. C'est ce que moi, je souhaite faire. C'est ce que je vais continuer à faire, parce que réellement, on ne s'arrête pas à un député. Ce que je vais voir. Ce que je vais pas essayer été mieux pour faire ça dans un parti comme la France Insoumise, par exemple, dont c'est vraiment le programme, pour le coup. Oui, mais je ne suis pas pour les insultes. C'est-à-dire, on n'insulte pas. C'est les méthodes qui vous déplaisent. C'est les méthodes et la faisabilité économique. Je sais très bien, et l'acceptabilité de la société. Je rejoins, par exemple, la France Insoumise sur la redistribution des richesses. Et quand vous allez écouter Emmanuel Macron, il raconte la même chose. Sauf qu'après, dans les faits, c'est ça qui est dingue. Emmanuel Macron, il racontait exactement ça, la redistribution des richesses. Écoutez, quand vous avez quelqu'un qui gagne 5-6 millions d'euros par an et on va expliquer à un monsieur qui est dans la même entreprise, qui est ouvrier ou une femme en général, qui gagne le SMIC, qu'elle doit faire des efforts et qu'elle va avoir 1% d'augmentation de salaire. Non, on ne peut pas continuer de faire ça. On ne peut pas passer notre temps. Moi, j'ai bien écouté Emmanuel Macron qui est dans son discours de Davos où il disait oui à l'OMC, au FMI qui passait. En fait, limite, il leur dit il faut qu'on change, sinon les peuples ils vont se révolter contre nous. Mais il faut qu'ils changent vraiment. Il ne faut pas qu'on nous donne l'impression de changer. Ouais. Quand vous donnez des gros crédits à des pays qui sont déjà hyper endettés, c'est comme les ménages en fait. L'économie, il ne faut pas trop la complexifier parce que moi souvent, même alors que je viens de ce monde-là, j'entends des économistes où je me dis ils parlent tellement bien que je ne comprends rien. Mais l'économie, prenez un foyer en microéconomie, exercez la même chose sur le macroéconomique. Quand un foyer est endetté, ça ne sert à rien de lui donner des crédits revolving à 10, 15, 20%. Il passera toute sa vie comme un pays africain. Quand vous avez des redistributions des salaires, moi c'est pour ça que je voulais quitter aussi mon ancien job. Parce que j'avais 15 000 euros de côté, je voulais partir faire un tour du monde. Mon objectif, c'est de faire élire Emmanuel Macron et partir faire un tour du monde après. Wow, ok. Et en fait, les 15 000 euros m'ont servi à payer ma campagne à l'époque. Parce que je commençais à me poser la question, je gagnais beaucoup plus qu'un SMIC. Parce que vous êtes rentrée dans le privé, en fait. Vous étiez conseillère pour des grosses entreprises. Pour le CAC 40. Pour le CAC 40, pour Areva. Voilà, vous étiez cost killer. C'est quand même un métier hautement capitaliste. Oui. Et c'est ça que vous avez abandonné pour devenir députée. C'est quand même aussi intéressant de savoir ça. Oui. Alors, en fait, ce qui me choquait à l'époque, c'est le discours des gens que j'avais autour de moi. Par exemple, j'entendais, lui, il a le QI d'un smicard. Waouh, ouais.
Lui, ce qu'il gagne en un an, c'est ce que je paye en impôts en un mois. Ouais, vous étiez au cœur de la machine, quoi. Et j'entendais ça. Et bizarrement, j'ai mis de l'humain dans tout cela. Et c'est-à-dire, quand j'arrive dans une entreprise, quand un patron commence à me dire « je veux faire moins 20 », je dis « non, mon ami, ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas me laisser le temps pour faire mon diagnostic financier d'abord et voir un peu ils sont où les gaspillages. Mais je t'assure, en faisant des chantiers d'amélioration sur le terrain pour améliorer ton organisation, pour moins de gaspillage, moins de déchets, moins de stock, je suis certaine qu'on va préserver. Et le monsieur dont tu n'as pas besoin là, peut-être qu'il sera meilleur sur les 5 années. De la masse salariale. Moins 20, oui, moins 20, oui. Moi, j'avais des moins 300, des moins 400, des moins 500. J'avais des moins. Ouais. Et le truc, c'est que moi, j'avais la technique financière, opérationnelle pour faire sans supprimer des emplois. On supprimait des postes, c'est-à-dire c'est quoi le départ quand quelqu'un part en retraite, on le remplace pas. En revanche, on fait tout pour partager et simplifier son travail d'abord et le partager de façon et former la personne, et ça se fait sur 6 mois, sur 1 an. Ça s'appelle des chantiers d'amélioration terrain. Il y a des patrons qui ont joué le jeu, dont un patron qui était un bon grain, c'est le caprice des dieux. Ça s'appelait bon grain, maintenant ça s'appelle autre chose. Et on faisait des caprices des dieux. Voilà, on faisait ce fromage phare. Voilà. Et à l'époque, il a viré un de mes patrons parce qu'il était trop technicien. Et moi, j'étais beaucoup plus jeune. Je n'ai pas fait arts et métiers, je ne suis pas ingénieur. Et il me dit, avec toi, on ne fait pas 100% de ce qui est prévu, on va faire 60%, mais au moins c'est fait avec joie. Et je suis certain que les personnes ne se casseront pas pour partir en maladie, en congé maladie ou autre et tout, parce qu'ils sont bien. Tu les rassures et tu les accompagnes et tu fais pas à pas, tu n'harcèles personne, tu n'embêtes personne en fait. Et tu arrives à mettre cette dynamique à rassurer. De l'humanité, comme vous disiez. Moi, j'avais des syndicats des syndicats parfois. Oui, on est là pour assister à vos réunions, pour voir à quel point vous allez maltraiter nos salariés. Je dis, mais non. J'ai dit, écoutez, c'est bon, allez, on va boire un café. On va discuter tranquillement. Je vais vous expliquer ce que je souhaite faire. Et si vous n'êtes pas d'accord, en fait, voilà, c'est l'humain au centre de tout et vous construisez autour. Et donc, c'est comme là, c'est le parallèle que vous avez fait. Pourquoi vous échangez avec Pascal Bruckner, avec Olivier Bins, avec tous ces amis qui sont pas... Parfois, je vois des Olivier Bins qui écrit sur Internet, je dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Mais Vous croyez au dialogue, en fait? Oui. Ouais. Ah oui, moi, je viens d'une dictature. Il est hors de question qu'on arrête de parler. Ah oui, ouais. Oui. Mais ça ne remet pas en cause le fait de vivre ensemble. Et nos différences, ils sont là, mais on peut travailler sur le reste. Pour que ce jardin soit beau, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le nombre de j'en sais rien, de litres d'eau qu'il faut, sur les grains, sur les graines, on peut se mettre d'accord sur ça. Après, on peut être en désaccord sur d'autres points, mais au moins, sur 80%, on peut se mettre d'accord. Mais c'est ça qui fait qu'on vit ensemble en France. Donc, je tiens à ça. Vous avez quand même une sacrée combativité et enfin voilà, on le sent, on l'entend de la façon dont vous vous exprimez. Je ne lâche rien. Mais la façon dont vous êtes devenue française, c'est aussi, ça a aussi été une épreuve. Vous avez aussi dû vous battre pour devenir française. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé en réalité? Alors, en réalité, j'ai fait 2 fois la demande. C'était il y a des exceptions par rapport aux Tunisiens, c'est-à-dire au bout de 3 ans de vie en France. Moi, c'était 3 ans et 1 jour, j'ai déposé mon dossier. On peut demander à être naturalisé français. Bon, ok. Parce qu'on parle la langue, parce qu'il y a des liens historiques. Je pense que c'était les Algériens et les Marocains aussi. Donc, j'ai postulé, j'étais ajournée. Bon, vous êtes ajournée parce que vous n'êtes pas assez intégrée. Bon, d'accord, ok. J'ai redéposé mon dossier en 2010 et j'étais ajournée aussi. J'ai eu la réponse fin 2011. Donc vous étiez docteur en économie, mais j'étais déjà docteur, c'était déjà pas bon. Voilà, j'ai eu des réponses style est-ce que la démocratie est bonne? Et moi j'ai répondu oui, mais Hitler a été élu démocratiquement. En fait j'ai eu des réponses. Non,
en fait, je sentais que mes réponses dépassaient le cadre de... J'aurais dû répondre bêtement. Parce que ce que vous décrivez là, je pense pas que tout le monde l'ait en tête. C'est des entretiens vraiment qui C'est se des produisent avec entretiens. l'administration française où on juge Oui. votre faculté à devenir française. En Oui, réalité, par des exactement. questions un peu génériques. Voilà. Est-ce ok. que vous êtes pour la démocratie? Mais bien évidemment, on n'a pas autre chose, mais la démocratie, elle a ses limites. C'était trop. Sinon, trop haut niveau Salvini, pour, Salvini sera pas là. Et à l'époque, j'argumentais. Vraiment, j'argumentais, je parlais de la France-Afrique et tout, et je sentais que j'ai perdu la personne qui était en face. Et que, en fait, elle me posait une question, par exemple, elle m'a posé une question, est-ce que vous êtes pour les horaires aménagés pour les femmes musulmanes? Horaires de piscine à l'époque. Et moi, je lui ai dit, oui, dans cet arrondissement, il y a des horaires aménagés pour les femmes juives. D'ailleurs, moi, je suis contre ça, mais il faut contre pour tout. En fait, c'était trop. Et c'était trop argumenté. Et je sentais qu'elle était perturbée par mes réponses et elle trouvait que je n'étais pas assez Alors que la bonne réponse, c'était non. Non, bien sûr que mais non. j'aurais dû dire que je ne suis pas contre. Mais j'avais les cheveux longs, voilà, j'avais une petite jupe. Elle aurait dû voir que je n'étais pas l'intégriste islamiste, complotiste, gauchiste en face. Mais je sentais que mes réponses, mais je l'ai senti. J'ai appelé mes amis à l'époque, je dis j'ai foiré l'entretien. J'ai foiré l'entretien. Et donc, j'étais ajournée, soi-disant, pour encore 2 ans. Et là, j'ai dit non. J'ai pris un avocat et j'ai attaqué. Voilà. Et j'ai gagné. Donc, j'ai reçu ma naturalisation, ma décision, dès l'élection de François Hollande. C'était signé par Valls, d'ailleurs, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Donc, vous n'avez pas pu voter en 2012 non, la première fois, c'était en 2017. Ouais. Mon premier vote, c'était présidentiel, en 2017. oui. En 2017. Ouais, j'ai pas pu voter en 2012, mais moi je voulais voter. Je voulais voter. Et je me rappelais le soir de l'élection de Hollande, j'étais dans une mission humanitaire un peu en Albanie. Donc je prends l'avion de Tirana, je descends en Italie, je vois un peu. Je me vois heureuse qui saute de joie parce qu'Hollande était élu. Et j'avais à côté de moi des personnes un peu, je pense que c'est de droite, parce qu'ils étaient énervés. Le monsieur tapait sur une table. On était tous dans cette salle d'attente. Donc j'arrive à Paris. Je prends ma valise. Et avec la valise, je suis partie à Bastille. Vous imaginez la pression avec une valise, sac à dos, à Bastille. Où il y avait la grande fête pour l'élection de Hollande. Une grande fête, c'était énorme. Ouais. C'était énorme. C'était un concert où j'étais hyper heureuse. Pas parce que j'allais devenir française, parce que je n'avais pas l'information à l'époque, mais j'étais contente. Je me dis, mais la gauche, elle accède au pouvoir. Donc, les valeurs plus humanistes qui rassemblent, qui cassent ce système financier, parce que quand Hollande dit la finance est mon ennemi, non, il se trompe. Ou le lean management, c'est mon ennemi, non. Il faut le rendre, il existe, il est là. Maintenant, il faut le rendre beaucoup plus humain. Il faut attaquer la redistribution d'argent, les salaires, les grilles des salaires. Il faut attaquer tout cela. Une économie sociale. Et quand en Afrique, vous arrivez à vendre du coca, avoir des circuits de distribution pour vendre du coca, et vous n'arrivez pas à avoir des circuits de distribution pour le traitement anti-paludisme, pour des médicaments. Moi, je comprends. Moi, si j'étais une femme, je prends mon fils et je traverse la Méditerranée parce que je sais que les médicaments, ils sont de l'autre côté. Mais c'est ça. C'est toute cette économie, celle-là, et que la gauche, je m'attendais qu'elle remette en cause, sauf qu'ils l'ont pas fait. Ouais. Et je me retrouve avec la déchéance de la nationalité. C'était moi qui venais de devenir française à l'époque, je reçois ça et je me dis, mais je reçois ça comme une gifle, en fait. Ça veut dire quoi ? Que je joue en Ligue 2 et après, pour jouer en Ligue 1, je dois être plus blanche que blanche. Mais il y a des mauvais, il y a des bons et des mauvais partout. Arrêtons de penser que c'est une population. Aujourd'hui, on s'attaque aux immigrés, aux Roms. Mais demain, on s'attaquera à nos propres citoyens, parce que c'est comme ça. L'horreur ne s'arrêtera pas. Ouais. Donc vous avez été donc une déçue du hollandisme, oui. comme beaucoup. Vous avez rejoint donc le comité local En Marche de la Manche à l'été 2016. Et alors, je me suis penchée sur les mécanismes qui ont abouti à votre élection
comme député. C'était quand même assez improbable sur le papier. Sur le papier, je n'étais pas gagnante. Non, mais voilà. Alors, je vais quand même rappeler pour les auditrices et les auditeurs. Donc, vous n'avez pas été intronisée par le Comité national électoral En Marche, qui vous a préféré un candidat jupéiste, Blaise Missler. On était en pleine transaction à l'époque, on était en pleine campagne. Bon, voilà. En face de vous, il y a quand même Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Vous vous présentez comme candidate dissidente, donc vous n'êtes pas la candidate officielle d'En Marche, mais au fond, l'alignement était parfait. Les électeurs sanctionnent Cazeneuve, les électeurs sanctionnent aussi En Marche parce qu'ils ont choisi un jupéiste, et finalement, c'est vous qui l'emportez. C'est rocambolesque. Et c'est pas fini. Vous savez pas quelles sont les élections où je vais me présenter dans le futur. Ah, mais on attend de les voir. On est impatiente. Mais quelle est votre lecture des choses? C'est une histoire de destin, à votre avis? C'est un alignement, je pense. Et je sentais les choses. J'ai fait la campagne d'Emmanuel Macron. Donc, je sentais les choses. Je sentais le terrain. Moi, j'ai jamais fait vraiment une campagne. J'ai participé à la campagne de Ségolène Royal dans le sud. Mais je vous laisse un peu imaginer. La région PACA, c'est droite, extrême droite. C'est beaucoup. Ouais. La gauche est très, très faible là-bas. Voilà. Donc, c'était ma seule petite expérience. Mais la grande expérience, c'était En Marche. Parce que on arrive et on reprend la main. Bon, quand j'ai rejoint l'équipe de chez Cherbourg, qui était qui est toujours une formidable équipe, on était là, mais on ne savait pas faire. Sauf que moi, j'ai mis en place toutes mes compétences managériales pour gérer d'organisation, logistique. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de blabla. On ne passe pas notre temps à parler. J'appelle ça de la masturbation intellectuelle. Non, mais moi, j'ai des gens, il m'est arrivé à dire à des gens autour de moi, tu as joui ou pas? Parce que si tu as joui, comme ça, on arrête de se masturber, parce que c'est assez épuisant. C'est assez épuisant, je dois arrêter. Un député ne parle pas comme ça. Hein. Ah, mais si. Ah, mais s'il vous plaît, continuez, n'arrêtez jamais, je vous en supplie. Non, mais alors, un jour, je me suis dit, jamais je n'essayerai de rentrer dans la peau d'un député. J'essaye d'être moi-même et cette députation, elle se collera à moi. Après. Donc, du coup, j'ai rejoint les équipes et je pense que c'est ce qui juste manquait, c'est mettre un petit peu de punch. C'est d'aller frapper à des portes, Et on a fait un très bon score. Mais après, ils ont investi En Marche Donc, excellent score d'Emmanuel Macron à la présidentielle et aux législatives. Ah bah non, mais il faut qu'on s'arrange avec les jupéistes. Donc, bam, on vous parachute ce monsieur. On parachute ce monsieur qui a déjà parti. En fait, ce monsieur, il a un studio là-bas. Il vit à Paris, mais il a un studio là-bas pour pouvoir voter là-bas. C'est vraiment la politique à l'ancienne, comme je déteste. Et je me suis dit, tous les élections, il se présente en dissident, envoyé par d'autres personnes, contre son propre camp. Donc, en matière de dissidence, je lui dis, t'as pas à me donner des leçons, en fait. Parce qu'il me dit, en matière de... Vous avez signé pour respecter le candidat qui va être investi. Je lui dis, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, j'ai changé d'avis et j'ai expliqué pourquoi j'ai changé d'avis, pourquoi je ne soutiens pas le candidat En Marche. Parce que le candidat En Marche, je ne l'ai jamais vu, parce que le candidat En Marche, il a fait campagne contre moi. Contre moi, c'est tout. Il a fait une campagne avec Fillon contre Macron. Alors on va me dire, le Premier ministre, il a fait pareil, c'est le choix d'Emmanuel Macron, c'est pas mon choix, c'était pas mon choix sur le terrain. Donc sur le terrain, j'ai voulu laisser cette société civile. Et je suis désolée, modestement, j'étais la seule qui incarnait cette société civile. Parce qu'en face, j'avais Blaise Missler qui était envoyé par Édouard Philippe, parce que c'était le camp des jupéistes. D'ailleurs, Édouard Philippe faisait des vidéos pour le soutenir. J'avais le candidat de Bernard Cazeneuve. Donc, Bernard Cazeneuve venait le soutenir toutes les semaines là-bas. Et moi, je faisais des meetings le même soir que Bernard Cazeneuve. Les gens me disaient non, laisse Bernard. Non, le même soir que Bernard Cazeneuve. Et je faisais aussi en nombre, parce que Bernard Cazeneuve, on ne peut pas, à Cherbourg, il est très, très apprécié. D'ailleurs, moi, je l'apprécie beaucoup, mais on était en campagne. Donc, je faisais le même soir, je faisais un grand meeting et j'avais le même nombre de personnes présentes. Donc, vous incarniez en fait la promesse de Macron, qui était la société civile, finalement. C'était un peu ce qui était attendu de lui par ses électeurs, j'imagine. C'était cette fraîcheur de société civile et cette capacité à prendre des décisions dégagées de tous les lobbyistes. Qu'on ne vous paye pas un billet d'avion, qu'on ne vous paye pas un repas. Je n'ai pas besoin qu'on me paye un repas, vous savez. Je préfère manger un couscous à 5 € ou un couscous préparé par ma mère que de manger dans un truc étoilé, même si j'adore la cuisine française, mais je préfère que c'est moi qui paye. C'est quelque chose lié comme ça à cette...
je dis pas que je suis beaucoup plus honnête que les autres. Je dis que c'est pas parce que les autres ont accepté ça. Parce que souvent, j'entends mes collègues me disent, mais les autres ont fait ça, les autres ont accepté ça. C'est pas parce que les autres, ils acceptent ça qu'on doit accepter ça. Ben non. Au contraire, c'est cette façon, alors, se regarder dans le miroir, oui, mais je ne crains rien. Après, vous pouvez fouiller dans ma vie privée, peut-être, mais c'est ma vie privée, celle-là. C'est pas, voilà, mais dans ma vie publique, professionnelle, vous pouvez aller me chercher des comptes partout. Moi, j'ai pas de compte bancaire à l'étranger. Vous m'avez pas vraiment répondu sur la Pour question. une fois. Vous pensez que c'était le destin? C'était un destin? Ça vous attendait, cette fonction-là? Ou c'est les choses qui sont goupillées de façon favorable? C'est le destin, oui. Après, c'est le destin. Et après, c'est à nous de forcer le destin. Je l'ai forcé un peu. Parce que si je laissais le destin faire, je ne ferais pas campagne. Moi, j'ai fait une campagne d'une manière... très managériale. C'est-à-dire, j'étais un cost killer dans ma propre campagne. Le nombre de mains serrées, le nombre de personnes à atteindre, le nombre de personnes rencontrées, le nombre d'heures passées, le nombre de portes tapées. C'est des indicateurs qui ont géré. En fait, j'ai juste mis maniaque, peut-être, ma volonté et forcer le destin, utiliser mes compétences pour forcer et pour gagner. Et les gens ont vu ça. Ils disent, elle peut nous défendre, droite comme gauche d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment cisé de droite, de gauche. Moi, j'ai vu des images de vous qui traversaient un marché à Cherbourg. Les gens vous adorent, vous serrent la main, vous tapent dans le dos, vous encouragent. Enfin, alors, on m'a dit qu'il faut que j'arrête. Votre électorat. Oui, mais ils m'ont dit qu'il faut que j'arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que les Cherbourgeois, c'est des taiseux, il ne faut pas trop les bousculer. Voilà, je les brusque apparemment un peu, mais c'est moi. Moi, je suis très méditerranéenne, vous savez, là-bas, c'est très ensoleillé, on parle avec les mains, comme je parle là maintenant. Moi, si je ne crois pas à ce que je dis, si je ne crois pas à ce que je fais, je n'irai plus sur les marchés parce que je vais avoir honte. Je vais avoir honte. Et en général, on est comme une éponge. Donc, quand je pars sur le terrain, les gens, quand ils me disent des choses, je prends au sérieux ce qu'ils me racontent. Je ne fais pas partie des gens qui disent « Oui, je vais revenir vers vous ». Non, si je vous dis que je vais revenir vers vous, je reviens vers vous, même pour vous dire, écoutez, j'ai essayé, voilà ce que j'ai pu faire, mais je n'ai pas pu faire le reste. Mais je pense que c'est important, je me déplace toujours avec un petit carnet. Il y a un article que j'ai lu dans la presse tunisienne après votre élection, et il y a un passage qui, moi, m'a émue, qui dit « En lui faisant confiance, les Français qui l'ont élu savent certainement ce qu'ils font. Ils sont plus que jamais persuadés que les Tunisiens sont par essence modérés, pacifique et épris de paix. » Ouais. Ça vous a ému aussi de lire ça? Oui. C'était dans le Maghreb, je pense. Ouais. C'était... Oui. C'était un crimi qu'il avait écrit. Alors, il n'est peut-être pas très... C'était un artiste cousin à mon père, un journaliste cousin c'est encore plus émouvant, je trouve, de savoir ça. Qui ne me connaît pas, il travaillait à la télévision tunisienne quand j'étais très, très jeune. Et là, maintenant, il écrit des articles dans le Maghreb. Mais vous avez rendu fiers les Tunisiens et la Tunisie. Oui, mais ça m'a... Oui. Le peuple tunisien est un peuple pas du tout raciste, pas du tout... vraiment, en général, bien évidemment, on a Ennahda aujourd'hui, vous voyez un peu tous les restes des dictatures, mais réellement, je le suis comme ça. Peut-être parce que je suis née dans un environnement qui est souriant, qui est gai, qui est ensoleillé, aimant, et surtout, c'est la paix. La paix, moi je crois beaucoup à ça, et c'est pour ça que je suis contre toutes ces politiques d'immigration, toute cette façon de parler de l'autre, dénigrer les femmes, dénigrer les étrangers, dénigrer les personnes qui n'ont pas de travail, dénigrer les SDF. Tout ça, moi j'ai envie de dire parfois aux politiques, vous voulez qu'on finisse comment? Par une guerre civile? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'un jour, comme en Italie d'ailleurs, c'est fait que quelqu'un franco-français sort, il tire sur un immigré? Vous voulez quoi? C'est ce qui s'est déjà produit encore récemment cet été. Voilà. Vous voulez quoi? Mais moi, je pense qu'on gagnerait plus. C'est pour ça que j'aime beaucoup Hulot, d'ailleurs. Et prendre de la hauteur. Il ne faut pas trop prendre de la hauteur, sinon il y a les nuages, après il n'y a rien. Voilà, sinon on devient Jupiter ou Mars. Alors
Je trouve que c'est important de rappeler parce que je l'ai moi-même découvert quand on lit, quand on parle de vous dans les médias, c'est beaucoup sur vos positions sur l'immigration, mais vous avez beaucoup de fonctions parlementaires. Vous siégez à la commission Affaires étrangères, à la commission OTAN, à la commission Droits des femmes, à la commission d'enquête sur les installations nucléaires. Ouais. Mais vos prises de position sur l'immigration ont quand même été j'ai presque envie de dire des coups d'éclat salutaires qui m'ont un peu réconciliée avec l'Assemblée nationale ces derniers mois et j'en avais vraiment besoin. Je voudrais juste relire un passage de votre intervention à l'Assemblée pendant le vote de la loi Asile et Immigration. Tous les étrangers de France ne sont pas des terroristes. Tous les étrangers de France ne sont pas d'indélicats fraudeurs aux aides sociales. Et dire le contraire, c'est jouer avec les peurs de jouer avec les peurs. Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République. Vous avez aussi dit au sujet de l'Aquarius, qui, je le rappelle, est un bateau de sauvetage à bord duquel se trouvaient 629 migrants et migrantes, 7 femmes enceintes, 213 enfants, qui a erré pendant 10 jours en mer avant que l'Union européenne trouve une solution pour ce bateau. J'en ai des frissons en vous en reparlant. Vous avez dit « On ne peut pas interdire aux gens d'espérer une vie meilleure ». Non. Vos phrases sont tellement fortes et tellement claires. Et finalement, je voulais vous demander pourquoi vous les prononcez vous, mais on l'a compris en échangeant depuis 45 minutes, c'est ce qui est au fond de vous. Moi, la question en fait que je veux vous poser maintenant, c'est pourquoi les autres députés ne disent pas ça ? Pourquoi les autres se taisent, à votre avis ? Parce que, je vais être très très franche avec vous, et c'est ce que je découvre dans les machines électorales. En fait, en France, on vous donne l'impression qu'on va voter, que vous allez voter pour un candidat, société civile, terrain. Mais en fait, il y a des commissions d'investiture liées au parti. Et si vous n'êtes pas sage, on ne vous investit pas. Et en fait, c'est votre place que vous jouez. Et ça, je pense que beaucoup de députés, beaucoup de mes collègues, avec qui parfois il m'arrive de se prendre la tête. Moi, il m'est arrivé de prendre le téléphone. Alors, moi, mon compagnon me dit « Mais de quoi je me mêle ? On est en pleines vacances. Mais tu peux pas lâcher. » Je dis « Mais non, je peux pas le laisser insulter les autres comme ça. » Donc, je prends le téléphone et je l'appelle. Je dis « On n'a pas été élus pour ça. » Il me dit « Oui, mais si t'es pas content, tu peux quitter La République En Marche. » Je dis « C'est pas toi qui décide, mon ami. » Non, mais c'est pas toi qui décide. « Ah, t'es un ancien PS. » Je comprends mieux, d'ailleurs. C'est tata. En fait... c'est vraiment, on crée en moi. On n'insulte pas les autres, on ne traite pas les autres mal, on n'humilie pas les autres. Et j'ai grandi comme ça et je veux instaurer ça. Et c'est très, très important. Donc, je lâche pas. Je lâche pas. Beaucoup de gens me disent, tu vas lâcher. Non, je ne lâcherai pas. Oh, peut-être qu'ils vont essayer de dire, en général, j'entends beaucoup, ce qu'ils ne le disent pas dans leurs réunions. Parfois, il arrive, mais elle est folle. Vous savez, quand vous êtes une femme avec un avis précis, et des phrases que vous pensez vraiment, on va dire elle est folle, elle est hystérique. Si c'était un homme, on va dire il en a lui. Il est combatif, il est courageux. Il est courageux, combatif. Mais une femme, on va dire elle est hystérique et elle est folle. Alors moi j'ai dit à quelques collègues là, je dis le premier qui m'insulte, je mettrai ça en public maintenant. Donc, les casse-toi, les je t'emmerde, les sors d'En Marche, les procès aussi, même faits par des gens, par notre bureau du groupe, à dire que tu ne maîtrises pas les sujets. Ah non, j'ouvre pas ma gueule si je maîtrise pas un sujet. C'est tout. C'est clair, je vais pas vous parler de l'intelligence artificielle. Je ne maîtrise pas, donc je connais un peu. Je peux vous lire les éléments de langage, en revanche, pour vous dire que c'est important pour l'avenir de l'homme et que réellement, aujourd'hui, les technologies de demain vont nous aider en termes de sciences. Je peux vous réciter les éléments de langage, mais c'est pas moi. Demain, je m'intéresserai et je vous parlerai avec le cœur, ce que moi je pense. Et c'est ce que vous attendez de nous. Oui. C'est ce que vous attendez de nous. Basta. Parce que si on reste enfermé sur nous avec des éléments de langage, je ne vais pas agiter la peur des extrêmes, mais à force d'avoir toujours le FN au deuxième tour, un jour il passe. Mais moi, ma peur aujourd'hui, c'est que Marion Maréchal Le Pen, je vais le dire franchement, elle va revenir encore plus forte. Et je vous assure, entre elle et Wauquiez, les gens...
la droite va voter pour elle, ne vont pas voter pour Wauquiez. Et tous les gens là qu'on les a passés, nous, pour des ringards, vieillards, etc., que j'ai énormément de respect pour eux, parce que c'est pas ma façon de traiter même les députés en interne. Je suis très proche de Ciotti, contrairement à ce qu'on pense. Je suis très amie avec les députés socialistes, France Insoumise, communistes, de la droite. Pas de l'extrême droite, parce qu'ils ne viennent pas vers vous, mais sinon, je discute avec eux. Je les ai salués le premier jour. Ils étaient étonnés. C'est serré la main à toute la troupe, Collard et compagnie. Ils étaient assis, ça les a choqués. Bonjour, je m'appelle Sonia Crémy, je suis la députée de la Manche. Et bref, donc, il y a... J'ai oublié ce que j'étais en train de vous dire, mais c'est pas grave. C'est que vous prononcez ça, vous me dites, pourquoi il y a vous ? Pourquoi il y a que vous ? Ouais, parce que vous pouvez pas faire autrement, en fait. Parce que je peux pas faire autrement et parce que parce qu'il faut casser, comme Emmanuel Macron l'a fait. Alors, mais c'est là que j'allais en venir, parce que je voudrais quand même donner une petite idée d'à quel point vous êtes minoritaire dans votre groupe parlementaire. Sur 321 députés En Marche, il y a 14 députés seulement qui se sont abstenus sur la loi Asile et parce Immigration. qu'ils ont peur, les autres. Ils ont eu peur, oui. J'ai l'impression que vous passez votre temps en fait à rappeler à Emmanuel Macron ce sur quoi il a été élu par les Français. Vous avez dit au moment de l'affaire Benalla, je pensais qu'on n'était pas l'ancien monde. Je croyais qu'on était différents. Vous êtes déçus aujourd'hui ? Alors, encore une fois, c'est pas ma personne. C'est pas voilà, même si parfois pendant mon élection, par exemple, je passais à côté des affiches avec Emmanuel Macron et la tête de l'autre élu, alors que c'est l'autre investi, alors que c'est moi qui a fait la campagne d'Emmanuel Macron. Et je regardais et je me dis, mais pourquoi tu t'es laissé embarquer par oui, on doit mettre des gens... alors en revanche, lui, il aurait été un vrai godillot, vraiment. Pourquoi tu t'es laissé embarquer par et la droite, et je dois faire avec un petit peu de droite, un petit peu de gauche. Pourquoi tu t'es laissé embarquer dans ça ? Tu as 40 ans, mon ami. Il faut le faire. Tu as 40 ans. Donc, pour renverser la table, tu l'as déjà fait. Donc, continue à le faire. Ouais. Pour le modèle social, pour renverser notre façon de voir l'étranger. En Allemagne, on ne regarde pas les étrangers comme on les voit en France. Pourquoi, quand vous êtes un immigré, vous devriez baisser la tête et avoir un boulot à la con et pourquoi on ne salue pas en France nos femmes de ménage ? Pourquoi on ne se lève pas pour les embrasser ? Pourquoi on ne se lève pas pour leur serrer la main ? On les ignore. Pourquoi on ne regarde pas tous les blacks qui sont à l'entrée de Nike, à l'entrée de... En général, c'est des Arabes et des blacks. Oui, ceux qui font la sécurité dans les magasins. Pourquoi on ne les regarde pas ? Ouais. Mais un boulot à la con, je suis désolée, les pauvres, ils sont là, debout, toute la journée. Je ne dois pas dire c'est un boulot à la con, non, mais c'est faire ça toute sa vie, non. Un boulot de transition, mais faire ça toute sa vie, moi, c'est épuisant. Vous imaginez ? Personne ne vous dit bonjour. Il passe, personne ne vous dit bonjour, personne. Donc, c'est ça. Moi, j'ai vu, quand j'étais prof, je fais toujours la bise à ma femme de ménage, devant ou pas devant les gens. Et j'ai vu des gens lui faire la bise quand ils étaient seuls avec elle au laboratoire, et ils ne font pas la bise quand ils sont devant les autres. Et c'est ça que je me vois même dans parfois un de mes collègues qui se prennent en selfie avec Emmanuel Macron. Ça me fait rire, en fait. Ça fait groupie, ça fait fan club. On n'est pas dans un fan club. On n'est pas dans un fan club. Il n'est pas un chanteur, Emmanuel Macron. Il est président. Et donc, il a des idées. Et nous, on les incarne, ces idées-là. Il a des idées fortes. Et il faut qu'il continue et qu'il change de cap aussi. Ouais, il serait temps. Il serait temps qu'il change de cap. J'ai pas l'impression avec le budget qui arrive. C'est pas l'ambiance, là. C'est pas l'ambiance, oui, avec ce qui s'est passé ce matin avec le départ de... Oui, donc peut-être que les gens écouteront ça dans quelques temps, mais voilà, on se parle le jour où Nicolas Hulot vient de démissionner en direct sur France Inter ce matin. C'est une sacrée ambiance. Oui. Alors, comme souvent, quand il est question de femmes en politique, la façon dont les médias vous dépeignent est sexiste à pleurer. On emploie des mots bien légers pour vous décrire. Vous êtes pétillante et volubile. Très souvent, ça revient régulièrement. Et on fait surtout remarquer sans cesse que vous avez 35 ans et pas d'enfant. Ça, on s'est aussi très souvent écrit. Alors, c'est une façon un peu maladroite, je vous le concède, d'enchaîner avec ma question suivante. Sonia Crémy, comment vous entendez-vous avec votre utérus ? Comment je vais vous dire ? C'est une relation de confiance. C'est une relation de confiance. On s'est fait toujours... Voilà, ça s'est construit. C'est une relation de confiance. Ça ne se crée pas du jour au lendemain. C'est une relation de confiance, vraiment.
Voilà. C'est-à-dire, vous lui faites confiance pour pas vous faire défaut demain quand vous en aurez besoin, par exemple, Oui. des choses comme ça? Exactement. Je lui fais confiance pour le moment. J'ai pas l'envie, pour le moment, j'ai pas envie de faire des enfants. J'ai un projet dans 1 an et demi, donc, et j'ai pas envie de faire un enfant maintenant. Après, en fait, si je ne fais pas d'enfant, c'est pas la fin du monde. Il y a tellement des gens qui sont irresponsables, qui n'ont pas les moyens d'éduquer un enfant, qui le font, que je me dis, si besoin, je vais essayer d'adopter un enfant. Parce que on vous a toujours éduqué avec vous devriez se marier, vous devriez avoir un bon boulot. Un bon boulot, c'est quoi? Je peux être une femme de ménage et heureuse aussi, hein, donc c'est pas non plus. Je peux être une boulangère heureuse, je peux être une pâtissière heureuse. Moi, j'ai toujours grandi avec tu dois être avocate ou enseignante ou médecin ou pilote. Voilà, c'est ma mère pour elle, c'est 4 métiers. Ou sinon, je serais pas une femme heureuse. Je dois me marier. Après me marier, on doit faire des enfants. Et après les enfants, on est comme des cons économiser pour essayer de partir en vacances et après passer notre vie à critiquer les voisins et critiquer les gens dans le même hôtel. Mais quelle perte de temps tout ça! Mais quelle perte de temps! Essayez un peu de se rappeler quand vous étiez enfant et que votre père qui écoutait Kulthum, moi c'est mon père qui écoutait une chanteuse égyptienne très très connue avec ma mère et qui cuisinait un couscous, l'odeur du couscous. Et là je rentre dans ma chambre, j'avais pas de chambre mais j'essaie quand même de l'imaginer. Et là je me vois un enfant heureux. Et je me dis, il faut toujours que je parle à cet enfant-là, en fait. Cet enfant heureux qui rit de tout et de n'importe quoi, qui est capable de parler avec tout le monde, qui dit pas, lui, il est de droite, lui, il est de gauche, et lui, il m'a fait ça. Non, on oublie, c'est pas grave. Tant qu'il n'a pas tué un de mes parents, je vois pas pourquoi je lui parle pas. Vous voyez? Ça me fait penser à une phrase de Barack Obama quand il a dit « Personne ne naît raciste ». Le racisme, ça se construit, en fait. Il n'y a pas un enfant qui fait la différence entre les blancs et les noirs. Ça vient après. Bien sûr. Et alors, est-ce que cette petite fille dont vous parlez, elle est votre accès à votre chambre à vous? Oui. J'essaye toujours de... C'est en psychanalyse, on appelle ça, voilà, l'enfant, je trouvais toujours se réconcilier avec notre enfant, le petit enfant qui est en nous. Et j'ai toujours fait ce travail. Alors, j'étais chez une psychologue une fois, je me suis disputée avec elle, c'était ma première et dernière fois. Grosse dispute. Parce que voilà, il y a quelques années, je me suis dit, oui, j'arrive pas à trouver un sens à ma vie, je vais aller voir une psychologue pour essayer de comprendre pourquoi je suis comme ça, pourquoi je me lève en souriant à 6h du matin, il faut quand même le faire, je suis heureuse à 6h du matin, il faut quand même le... Non, mais c'est important. Mais heureux, ça ne veut pas dire un fou, ça ne veut pas dire que j'ai pas de projet, ça ne veut pas dire que je tiens pas mes projets, ça ne veut pas dire que je ne produis pas, que je ne maîtrise pas. C'est ça, en fait. Et en général, je vois des gens en face de moi qui se posent des questions de mon sérieux quand ils me voient rire. Moi, je dis, les gens sérieux savent rire. Les gens sérieux, ils savent rire. Ils savent profiter de la vie. C'est ça, être quelqu'un de sérieux. C'est je tiens mes engagements, je suis à l'heure à mes rendez-vous, je tiens. En général, je tiens tous mes engagements. Alors, elle vous a dit quoi, la psy? Ah là, la psy, elle a voulu fouiller dans mon enfance. Alors, elle m'a expliqué que font les psys en général. Hein. Non, elle a voulu fouiller. Voilà, elle a fouillé pendant des heures et des heures. Comme ça, je me redispute avec ma mère. Et quand je lui dis que moi, j'ai tout pardonné à ma mère, on ne devient pas adulte si on pardonne pas à nos parents. Je suis convaincue par ça. Sinon, on va être tout le temps la petite fille qui va tirer le jupon de sa mère en disant « Oui, tu m'as pas fait, tu m'as pas assez donné, tu m'as humiliée devant mes copines. » Mais oui, elle a fait, alors? Et alors? Elle n'est pas prostituée, elle se drogue pas, et voilà, il y a eu des gens qui ont une vie pire que la mienne. Elle m'a pas vendu un j'en sais rien. Vous imaginez un peu tous les... Voilà, j'ai pas vécu dans un cartel où elle m'a pas donné à me prostituer à l'âge de 6 ans. Mais non, mais elle a pas fait des attouchements sur moi. Mais c'est ça, en fait. Et je lui ai dit que j'étais pas pour sa façon de faire les choses et tout. Et elle m'a dit, ah bah non, vous devriez payer les 3 séances qu'on a prévues ensemble. Je lui dis, bah non, j'ai pas envie de vous payer les 3 séances. Je vous paye cette séance, c'est largement suffisant. Elle me dit, vous allez pas guérir. Je lui dis, et vous n'êtes pas une très bonne psy. Parce qu'un très bon psy ne dit pas ça à un patient. Donc je pense qu'elle a vu que j'étais un cas bien développé. Et donc, du coup, franchement, je me suis remise au sport et je me suis remise à la musique, donc j'ai fait plus de cours de oud.
Et je me suis engagée dans des associations humanitaires et c'est comme ça qu'on retrouve un sens à sa vie, quoi. Parce qu'à un certain moment, quand vous gagnez beaucoup d'argent, limite, vous culpabilisez, en fait. Quand vous passez dans mon ancien métier, c'est ça là où j'étais voir cette psy. Je me rappelle, c'était en janvier, je ne sais plus quelle année. C'était marrant. Et j'étais choquée par ça, par ce milieu. Oui. Je culpabilise par rapport à tout cet argent que je gagnais et par rapport au discours que je tenais en face de moi. Même si j'essayais de mettre de l'humain, je passais mon temps à dire « vous devriez faire des efforts ». Passer son temps à dire à des gens qui ont une augmentation de 20 € par an, qui doivent faire des efforts encore, alors que vous étiez facturé 2 000 € la journée. C'est un certain moment, vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. C'est-à-dire, son entreprise a les moyens de me payer 2 000 € par jour et elle n'a pas les moyens de lui faire une augmentation de 100 € par an. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup. Donc, le prochain combat va être un combat d'équilibre, va être un combat de redistribution d'argent. Parce que si on ne le fait pas, je vais arrêter de dire les extrêmes, mais si on ne les fait pas, on est foutu. Mais ouais, non, mais moi, je reste convaincue. Les gens ne sont pas racistes. Ils ne votent pas Marine Le Pen ou ils ne votent pas Le Pen par amour. Ils votent Le Pen parce qu'ils sont dans une misère économique, misère sociale, misère, tout ce que vous voulez. Voilà, donc ils pensent que c'est l'autre. Et comme c'est plus facile de se déchaîner sur sa mère, comme sur les autres, c'est beaucoup plus simple. Donc, je suis assez fatiguée de voir les femmes et les hommes politiques s'intéresser plus à leurs tweets et à leur image. Parce que l'image, je vous dis, l'image, elle se construit par vous. Ça vient de se coller sur moi, la députée. Mais d'abord, c'est vous en tant que femme, votre socle, vos racines. Et les autres, non. Beaucoup, non. Beaucoup passent leur temps à se disputer, à critiquer, à s'intéresser plus à leur image. Non. Et vous, en tant qu'électrice, vous n'êtes plus dupe, en fait. Vous n'êtes pas dupe. Vous le voyez. Donc, si vous le voyez, c'est que n'importe qui peut le voir en face. Donc, voilà. C'est très simple, je pense. C'est très simple, non ? Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? La poudre. Oh là là, mais quelle question. Vous voyez quoi quand je vous dis la poudre ? Quand je vois la poudre, je vois l'univers. L'univers. Oui, je vois l'univers. Voilà. Je vois, je reviendrai à cet univers. Je deviendrai poudre demain. Donc, oui, parce que c'est très court, 70 ans, 80, 90 ans. C'est tellement con de les passer à se disputer avec les autres. Vous voyez, c'est beaucoup plus sympa d'avoir quelqu'un de souriant en face de moi. Merci beaucoup, Sonia Crimi. C'est moi qui vous remercie. Merci à Sonia Crimi d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galigani. Le générique est une variation sur la chanson L'appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission ? Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, Quoi de neuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les 2 semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler la poudre. Cette émission est enregistrée dans une chambre de l'hôtel Grand Amour que je remercie pour son soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. C'est dans ce lieu au décor entièrement chiné que j'ai recueilli la parole de presque toutes mes invitées.
Il y règne une atmosphère sereine et un confort douillet qui ne sont pas pour rien dans les puissants récits de femmes qui font ce podcast. Entre les 4 murs des chambres de l'hôtel Grand Amour, c'est presque de la magie qui opère. Et si vous réservez avec le code La Poudre, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne me remerciez pas.